Merci beaucoup. Dans tout ce qui a été cité, il y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est très intéressant et on s'y inscrit déjà avec le ministère. Je pense que cette journée, ça va permettre de faire des exemples, mais tout ce qui est étudiants relais, prévention, etc., c'est aussi un virage que la Fondation pousse, prend. Et je crois qu'on a beaucoup de travail commun à continuer à faire et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer la première séquence en invitant les trois conférenciers. Donc d'abord Frédéric Wexler et Aziz Gelab. Et puis je vous propose aussi à Alain Berthos de monter directement à la table, puisqu'il enchaînera après, pour qu'on puisse commencer la première conférence. Je vous laisse vous installer. Donc, je vous laisse la parole, Madame Wexler et Monsieur Gelab, pour ce premier échange sur le décrochage, un symptôme et un défi pour l'école. Et puis, je crois qu'après, on a un petit temps d'échange avec la salle. Et puis ensuite, on enchaînera avec le professeur Alain Berthos. Merci. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Wexler, je suis inspectrice générale de l'Éducation nationale. Et j'ai piloté l'évaluation de politique publique en 2013-2014 sur le décrochage, qui a permis d'élaborer le plan décrochage, tous mobilisés pour vaincre décrochage, qui est toujours à l'œuvre et qui était extrêmement partenarial. Donc c'est pour moi un moment important d'être ici aujourd'hui, parce que tout ce qui vient d'être dit en ouverture, c'est-à-dire l'approche globale, la prévention, l'émancipation, qui est l'objectif recherché, était vraiment est au cœur de cette politique partenariale dans laquelle tous les personnels du ministère de la Solidarité et de la Santé sont vraiment partie prenante. Donc nous nous sommes arrêtés. Je remercie beaucoup la Fondation, bien sûr, de nous avoir invités, parce que c'est important d'incarner cette dimension partenariale aussi le plus possible dans les échanges. Et nous laisserons, donc mon collègue et moi, un temps important pour vos questions. D'abord pour vérifier qu'on s'est bien adapté au public, et puis aussi pour compléter. Et ces échanges nous permettent aussi d'infléchir nos politiques publiques. Donc c'est vrai que mon angle est celui des politiques publiques en même temps que pédagogique, puisque je suis inspectrice générale et langue partenariale. Donc, le décrochage, nous sommes arrêtés sur ce titre, un symptôme et un défi pour l'école. Le mot symptôme, il correspond sans doute plus à votre quotidien, mais c'est vrai que sur le décrochage, nous avons pris l'habitude aussi au sein de l'Éducation nationale de l'employer, parce qu'il est symptôme à la fois pour l'individu. Pendant longtemps, on l'a réduit d'ailleurs à un symptôme du côté de l'individu, mais il est également et surtout un symptôme pour le système éducatif. Et c'est en interrogeant le système éducatif que le décrochage s'est vraiment constitué en politique publique. Et c'est donc un défi majeur pour l'école. Tous les systèmes éducatifs au sein de l'OCDE, mais très au-delà, j'interviens par exemple en ce moment en Tunisie sur le décrochage, se posent à un moment donné cette question qui les met un peu au pied du mur de qu'est-ce que c'est qu'un système inégalitaire ? Comment un système éducatif peut-il produire du décrochage ? On est bien au cœur de ce qui nous pose question dans notre mission élémentaire centrale de l'école. Très rapidement, parce qu'il est important en termes de politique publique d'avoir le contexte, pendant très longtemps, le système scolaire français, et c'est hérité de Jules Ferry, a fonctionné sous forme de tri. C'était des tris successifs. Ce qu'on appelait l'élitisme républicain était en fait une façon de trier les élèves progressivement, et nous espérions que c'était selon des critères méritocratiques, républicains entre guillemets, et qui n'étaient pas franchement éclaircis. Ce qui a été souligné en introduction, l'inégalité déjà très importante des 1000 premiers jours, était bien sûr amplifiée ensuite avec les devoirs à la maison, dont on voit bien que certaines familles avaient beaucoup plus de facilité que les autres, etc., et tout ce que vous connaissez bien. C'est devenu inacceptable quand les jeunes sortant sans qualification ne trouvaient pas d'emploi, c'est-à-dire première crise 1973, etc. À ce moment-là, on a découvert en quoi c'était un scandale, ces jeunes non qualifiés. Et c'est devenu un sujet de société, aussi bien en tant que citoyen, comment l'école produit des jeunes sans qualification qui ont ensuite des parcours de vie très compliqués. En tant qu'usagers du service public, c'est-à-dire les familles, les élèves, comment
on peut ne pas leur trouver de place, comment peut-on les laisser au bord du chemin? Et en tant que contribuable, parce que c'est bien entendu, un gâchis d'argent public, et deux, tout ce qui a été évalué par des cabinets d'audit indépendants, que ce soit en France ou dans d'autres pays, prouve qu'un jeune non qualifié va constituer un surcoût pour la société ensuite, en termes de santé, en termes de chômage, etc. Donc de toute façon, les politiques étaient convergentes. Donc c'est d'ailleurs pas un hasard si on est là ce matin, mon collègue et moi, sur cette politique, parce qu'en fait, elle est convergente, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Alors on a la chance, si je puis dire, que ce sujet est relativement consensuel, il est même plutôt généralement consensuel, parce qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, il touche quand même toutes les catégories sociales. Alors, bien sûr, pas du tout avec la même ampleur, pas en proportion égale, et surtout pas avec les mêmes conséquences, puisque les filets de sécurité sont très différents selon qu'on est dans un milieu favorisé ou pas. Réfléchissez dans votre environnement. Nous connaissons tous un décrocheur, avec des définitions qu'on va caler ensemble ensuite. Mais en tous les cas, on en connaît tous. Simplement, effectivement, si on regarde de plus près les parcours, c'est là où les différences sociales vont s'affirmer. Mais en tous les cas, on peut traiter de ce problème sans être tout de suite dans une bataille idéologique. Je vais être un peu caricatural et schématique, mais sans être l'opposition méthode globale syllabique. Donc, ça nous permet de travailler sur cette politique publique. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Ça nous permet de travailler sur cette politique publique sans être d'emblée dans l'affrontement idéologique. C'est donc un analyseur extrêmement précieux du système éducatif. J'ai parlé de symptômes tout à l'heure. Si c'est un symptôme, et vous savez ça mieux que moi, ça nous permet aussi de poser un diagnostic et de nous poser des questions en termes de syndrome et en termes de système. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement du point de vue de l'individu, mais aussi du point de vue donc, de l'école. Donc, si on prend en 78, par exemple, 40% de jeunes sortaient sans diplôme par rapport à la définition actuelle, qui est un jeune qui sort sans diplôme de niveau 5, CAP, ex-BEP ou niveau 4, Bac Pro. Mais à l'époque, les non-diplômés trouvaient à peu près un emploi. Maintenant, ils sont beaucoup moins nombreux, mais 60% d'entre eux sont au chômage. Et si on regardait les 40 autres pourcents, c'est soit dans les milieux favorisés où effectivement on a trouvé des situations provisoires, soit des tout petits boulots d'intérim ou des contrats aidés, etc., qui sont en général très très provisoires. Donc la plupart du temps, ils s'engagent dans des parcours de précarité. C'est ça le plus important. On a eu une stagnation pendant 10 ans. Pourquoi il y a eu cette politique publique? Parce que pendant 10 ans, on avait l'impression, vous savez, ce chiffre qu'on entendait, les 140 000, 150 000, qui était en réalité, le chiffre exact était 136 000, une moyenne sur 3 ans, paraissait un déterminisme absolu, puisqu'on n'arrivait pas à descendre en dessous. On arrivait juste à contenir la vague, comme si on mettait des digues autour de nous. Et en se posant donc cette question sous le paradigme de la prévention et sous un paradigme global et partenarial, mais vraiment toutes les dimensions qui ont été précisées en introduction de votre politique publique, qui est complètement convergente avec celle sur le décrochage, on a enfin obtenu des résultats en 3 ans. On est tombé sous les 100 000 et c'était en 2016 ce dernier chiffre, et c'est en train de s'amplifier. Donc on voit qu'il y a eu un effet levier extraordinaire de cette politique publique. Et on parlait de l'empowerment ou du pouvoir d'agir, où on a indiqué à chaque acteur qu'il avait le pouvoir d'agir, individuellement et collectivement. C'est donc enjeu économique, humain, social, j'y reviens pas. On a une grande chance aussi, je parlais du caractère consensuel, le fait que c'est un des indicateurs européens. Sur le plan des politiques éducatives, on a quelques indicateurs dont on doit rendre compte annuellement, et le décrochage en est un. Donc ça oblige en fait une continuité de l'action publique, puisque chaque année, la France doit rendre compte. Et, petit cocorico, sur cette politique, on a vraiment, maintenant, on est non seulement meilleur, bien sûr, que la moyenne européenne, largement, mais on a déjà dépassé l'objectif qui était celui de l'Europe 2020, et on est très en dessous. On est tout proche de la Finlande sur la partie sur le décrocheur. Donc c'est un peu notre référence dans l'éducation, souvent la Finlande. Et donc sur ce plan-là, il y a eu des progrès. Le décrochage, c'est un terme polysémique. Et c'est en jouant sur cette polysémie aussi qu'on a pu atteindre cette dimension non seulement de prévention, mais de prise en charge globale. Au départ, et le terme nous venait du Canada et des USA, drop-out, c'est l'abandon au sens vraiment littéral de « je ne veux pas mener le combat ». C'est-à-dire
dans une guerre, dans une bataille, on se dit « je n'ai pas les forces, ça ne va pas être possible » et je me replie. Donc quelquefois, effectivement, et vous le savez mieux que moi, parlant de l'adolescent et de cette période de vulnérabilité, on décroche, le passage à l'acte, le moment où on décroche, c'est pour sauver sa peau. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'emploie donc volontairement le mot peau parce que c'est bien cette interface qui est en cause et comment on gère cette interface dedans-dehors. Mais plus largement, et vous le savez bien, le décrochage, c'est un processus. Ce qu'on définit sur le plan administratif, le moment où il décroche, où on va le compter dans le système, où on va le considérer comme décrocheur administrativement, n'est que l'aboutissement d'un processus en général très long et dont on peut voir parfois les prémices très tôt pour ce qui nous concerne dans la scolarité. Ce qui est très intéressant, quand on interroge des jeunes qui ont décroché, et quand on les voit après, à un moment où ils sont apaisés et où on peut évoquer ces moments-là avec eux, c'est que souvent pour eux, c'est subi. Ils disent « j'ai été abandonné, j'ai été décroché ». Ils se considèrent rarement, finalement, comme actifs dans ce moment qui passe. Ils ont plus le sentiment d'abandon de l'institution au sens large. Et parfois de leur famille, puisque souvent on arrive à quelque chose de conflictuel qui va même gagner la famille. Mais on a aussi dans le décrochage, j'entendais tout à l'heure, on va aborder des sujets lourds. Oui, on aborde des sujets lourds, mais on aborde des sujets qui sont aussi des leviers et des occasions transformateurs de nos politiques publiques. Et dans le mot décrochage, quand on dit décrocher un emploi, décrocher un diplôme, c'est une connotation positive. Et d'ailleurs, des académies, des régions ont joué sur cette polysémie en disant, par exemple, « accroche-toi, décroche ton bac » pour encourager les jeunes c'est une de nos politiques publiques, le droit au maintien. On voit bien que dans ce jeu, ce n'est pas seulement un jeu, ce n'est pas seulement une dédramatisation superficielle, c'est aussi une façon de se réapproprier ce parcours et de se dire, après tout, c'est un incident de parcours ou c'est simplement qu'un parcours n'est pas linéaire et qu'on peut avoir ces temps de respiration nécessaires à partir du moment où ils sont accompagnés. Donc c'est très important par rapport à notre problématique de l'adolescence. Si on fait une tentative de définition rapide, on a tendance souvent à confondre décrochage et échec scolaire. Si 50% des élèves qui vont décrocher au sens strict du terme après 16 ans étaient en difficulté en 6e, 50% ne l'étaient pas. Donc on ne peut absolument pas réduire le décrochage à l'échec scolaire. C'est un des facteurs de risque, c'est un des facteurs qui peut favoriser, mais vous le savez aussi, pour être au contact des adolescents, on voit bien qu'il y a d'autres problématiques qui vont se jouer dans les vulnérabilités. La définition administrative, elle est utile parce qu'elle va permettre des comparaisons, elle va permettre du pilotage sur cette politique publique. C'est la définition donc, qui est toujours en relation avec une norme de formation, c'est-à-dire qu'elle est évolutive. On décide en ce moment qu'un jeune qui décroche, c'est quelqu'un qui n'a pas un niveau 5 ou un niveau 4. On voit bien qu'il y a eu une période, il y a 20 ans, où ce n'était pas cette norme de formation qui définissait l'absence de diplôme et de qualification. Il y a eu une époque où avoir le niveau 3e, on considérait qu'un jeune était qualifié. On voit bien que c'est aussi par rapport au marché de l'emploi et par rapport à des normes européennes ou plus largement mondiales. Donc, cette définition administrative, elle est par rapport à une norme de formation, c'est-à-dire que quelque part, c'est une obligation des deux côtés. Le système considère qu'il a réussi une partie de ses missions s'il a qualifié tous les jeunes qui lui sont confiés à un niveau 5 ou 4. Et pour le jeune, finalement, il est confronté à cette norme de la formation qui va le mettre dans une catégorie d'une situation de jeune qui n'a pas atteint cette norme. Donc c'est cette confrontation à la norme qui peut être compliquée à un moment donné. Attention, c'est dans un contexte, c'est une situation. Tout ce que nous ont dit les jeunes, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les assimile comme si c'était un espèce d'état dans lequel ils se trouvaient. C'est en fait une situation par rapport à cette norme dans un contexte donné. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête quand on entre en relation avec ces jeunes. Le processus, certains chercheurs, j'ai parlé de sauver sa peau, mais certains chercheurs comme Valérie Melin de l'Université de Lille le comparent à une succession de déliaisons. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que le jeune, il va rompre progressivement des liens, souvent d'abord avec un enseignant, parce que ça va être conflictuel.
la mode d'entrer en relation avec cet enseignant. Parce que cet enseignant va, de façon involontaire, activer certaines difficultés, blessures, etc. Parce que la matière a été assimilée à des difficultés, enfin, tout ce que vous voyez de possible. Et puis, progressivement, ces déliaisons vont s'étendre. Et donc, pour aller jusqu'à une déliaison avec les pairs, et c'est souvent dans les dernières, et avec la famille. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, cette absence d'articulation entre le dehors et le dedans. Glassman insiste plus, et c'est ce qui nous interroge en termes de politique publique, sur l'interaction entre l'élève et l'institution. Vous avez parlé d'interaction, et dans le domaine de la santé, c'est une façon de penser habituelle. Le décrochage a permis que cette façon, et je vais vous le montrer sur un schéma, de penser en interaction, le décrochage nous a obligés, dans l'éducation, à le penser de cette façon. Et c'est une perte d'engagement, vous avez parlé d'engagement, d'adhérence. J'aime bien aussi cette idée de... On perd l'adhérence, vous savez, comme une voiture qui, à un moment, va perdre l'adhérence et va glisser au bord du chemin, au bord de la route. D'où la pertinence du concept de persévérance. Voilà. Alors, n'essayez pas de lire. De toute façon, vous aurez le support. Vous le retrouverez dans l'évaluation de politique publique pour laquelle on a conçu ce schéma. En fait, il paraît maintenant complètement habituel, et pour vous, c'est quelque chose de banal, de vous dire que c'est un processus qui résulte de l'interaction de facteurs internes au système scolaire et de facteurs externes. Or, quand on l'a conçu, c'est parce que dans l'équipe qui était d'ailleurs partenariale, quand on se référait à la littérature, soit on nous sommait de choisir entre... En fait, c'est l'école qui est responsable par son organisation, le climat scolaire, l'évaluation, etc., etc. Soit c'est les facteurs internes à l'élève, on n'y peut rien, il est de facteurs socio-économiques défavorisés, il a des problèmes de santé, il vit dans une famille monoparentale, enfin tout ce que vous voyez, ou des facteurs du territoire. Or, il nous a semblé qu'il ne fallait absolument pas ni utiliser le « ou » exclusif, ni catégoriser les élèves, comme si, vous parlez de psychiatrie tout à l'heure et de catégorisation, comme si on avait le décrocheur dépressif, le décrocheur, etc., mais qu'il fallait penser en interaction entre ces facteurs externes et internes, ce qui réintroduit la capacité d'agir aussi bien du côté du jeune, de la famille ou des différents acteurs, qui doivent s'emparer de leur partie de capacité d'agir, mais le faire dans un schéma global de cohérence globale. Voilà. Donc et l'idée aussi, c'est qu'on peut intervenir à tout moment. Plus c'est précocement, plus on intervient en prévention, comme dans les problèmes de santé, plus c'est efficace et moins c'est coûteux en termes de prix à payer pour la personne et pour l'institution. Mais à tout moment, il y a des capacités d'agir et on peut y prendre sa part. Si on regarde ces facteurs, bien sûr que certains sont plus prédominants que d'autres. Il y a beaucoup de chercheurs, et en ce moment je travaille aussi avec Michel Janos en Tunisie. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que dans un contexte complètement différent, on retrouve un certain nombre de facteurs. Simplement, selon le contexte, certains vont, si on les hiérarchisait, être plus prédominants, avoir plus de poids que d'autres. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je vous ai mis des références à la fin que vous pourrez consulter. L'important, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de viser l'exhaustivité. On n'a pas besoin de connaître l'ensemble des facteurs pour être capable d'agir. Et deuxième point très important, aucun facteur ou contexte de vie n'est en lui-même un déterminant au décrochage, à part un accident de vie majeur qui va déclencher une crise, et ça vous le connaissez, ou activer des vulnérabilités, décompenser, enfin, etc. Autrement, c'est la tentation qu'on a eue longtemps dans le système éducatif de trouver une cause. On avait besoin d'une cause qui aurait pu tout expliquer, et qu'en la traitant, on aurait pu tout régler. Et on voit bien qu'aucun n'est en lui-même déterminant, ce qui est aussi rassurant, puisque ça veut dire qu'on peut, même si on n'agit que sur quelques facteurs, on va déjà avoir une action sur le décrochage en se posant la question, donc qu'est-ce qui dépend de nous ? Corrélation n'est pas causalité, ce n'est pas à des personnels du monde de la santé que je vais le dire, mais pour nous aussi, c'était important, dans le milieu éducatif, de nous dire attention aux corrélations trop rapides. Oui, l'absentéisme, souvent, un élève qui était souvent absent, peut décrocher, ou on va retrouver dans le parcours d'un décrocheur de l'absentéisme. Mais on voit bien que ça peut être soit un indice, soit une cause, soit des facteurs, des symptômes qui arrivent en même temps pour un certain nombre de raisons. Donc on est beaucoup plus prudent maintenant, on repère des symptômes,
on pose des diagnostics, on essaye d'identifier la capacité d'agir, mais on ne réduit pas un jeune à son symptôme et on ne réduit pas le décrochage non plus. Il y a eu des amalgames sur la délinquance, etc. On voit qu'il y a des facteurs de risque. C'est exactement comme en santé, il y a des facteurs de risque. Mais si l'environnement compense les facteurs de risque, si on développe un certain nombre de politiques préventives et compensatrices, on peut tout à fait avoir une action. Le pire étant, dans l'éducation pendant longtemps, le mythe du parent démissionnaire. Donc on entendait souvent les parents démissionnent, etc. On voit bien, et vous le savez aussi dans les problématiques qui sont les vôtres, que les parents peuvent être débordés, dépassés, ne pas savoir justement comment agir. Mais c'est exceptionnel que des parents ne se préoccupent pas de cette problématique et ne se sentent pas d'ailleurs atteints personnellement par ce processus de décrochage et de lésion. Ce qui est intéressant dans le fait de traiter le décrochage comme un symptôme et qui nous a fait progresser, c'est que la notion de coïncidence, qui est l'étymologie du mot symptôme qui arrive en même temps, a permis vraiment de se dire, oui, ça arrive en même temps, mais qu'est-ce que ça nous dit de cette interface entre le dedans et le dehors, ce qui a été dit en introduction, entre physique et psychique, entre individuel et social. Ça nous a permis de reposer cette question de cette façon-là et pas seulement de celle de l'individu, et de se poser la question de la complexité, de l'étiologie, voire même, comme je l'ai dit tout à l'heure, et mon collègue développera ça beaucoup plus que moi, l'aspect nosocomial de l'école, c'est-à-dire en quoi l'école peut provoquer de l'exclusion et du décrochage. Et puis ça permet aussi de tordre le cou à cette idée, il suffit que l'élève soit motivé, comme si la motivation, François Dubé en parle très bien, pouvait tout d'un coup émerger de façon quasi volontaire et miraculeuse. Et donc, il y a toute une interrogation autour de la motivation que je vous enjoins de creuser. Et j'ai mis quelques références parce que c'est un peu maintenant le mantra de il suffit qu'il retrouve la motivation au fond de lui ou dans un monde inconnu. Je vais aller un peu plus vite pour laisser le temps et à mes collègues et aux questions. Ça, c'est très important et ça, c'est pour vous aussi. On voit bien que dans la façon d'intervenir, et ça rejoint la prévention et les structurelles, pour la plupart de nos jeunes, ce qui va être productif, ce qui va être efficace, ce qui va être utile, c'est du structurel. C'est-à-dire une intervention qui est efficace pour ces jeunes-là va l'être pour l'ensemble des élèves. Faire évoluer les modalités d'évaluation, faire de l'évaluation formative, améliorer le climat scolaire, améliorer la relation entre le temps scolaire et le temps personnel. Tout ça, ça va en fait avoir un effet bénéfique sur l'ensemble du système. C'est donc ce qui doit être la majorité de l'action. Ensuite, il y a de l'intervention qui va être ciblée pour des groupes d'élèves ou un petit nombre d'élèves ou quelques élèves qui vont se décrocher du groupe, qui vont être en déliaison par rapport au groupe. Donc ça concerne pour nous environ 15% d'élèves. Et ensuite, il y a vraiment l'intervention qui va devoir être d'ailleurs systématiquement partenariale, même si les autres le sont souvent également, lorsque des difficultés persistent et qu'on voit bien qu'il y a un trouble spécifique d'apprentissage ou une pathologie, quelque chose à prendre vraiment en charge. Alors, on voit bien que les frontières ne sont pas étanches, et que donc, mais c'est important de rappeler ça parce qu'une tendance lourde du système éducatif a été d'externaliser. C'est-à-dire très souvent de se dire, en fait, ça ne change rien de faire du structurel, la plupart des élèves y suivent sans difficulté et on peut se contenter de prendre en charge de façon ciblée. Ce qui était important aussi sur cette politique globale, j'ai mis main droite et main gauche de l'État, il y a 2 écueils principaux. Soit de traiter que de la façon sécuritaire, régalienne, en se disant ces jeunes constituent un danger pour la société, parce qu'ils présentent un certain nombre de risques, de pathologies, de risques vers la délinquance, voire même vers la radicalisation, alors qu'aucune corrélation n'était démontrée au contraire. Mais en tous les cas, c'est une tendance récurrente. Et puis, au contraire, Providence, juste dans le care, la compensation, et sans interroger, donc structurel, ça je pense de l'avoir démontré. Et l'autre écueil majeur, c'est la psychologisation individuelle, c'est-à-dire tout centré en se disant tout tient à des facteurs de risque du côté de l'élève, qu'on va prendre en charge de façon bienveillante, mais sans remettre en cause l'ensemble du système. Je défends, et cette politique publique s'est vraiment appuyée sur une démarche qui était très présente au Canada, c'est les alliances éducatives. Là aussi, je ne vais pas du tout le déployer, mais on voit bien qu'elle se développe à tous les niveaux de subsidiarité. On peut le traiter en local,
au niveau plus d'une politique publique départementale, régionale, nationale, et on peut développer le noyau dur école, famille, élève et intégrer les sphères sociales, judiciaires, santé, puis élargir à tout un territoire. Donc pour le décrochage scolaire, c'est évident, comme pour la santé, qu'il faut avoir en tête l'ensemble de ces possibilités d'ambiance éducative. Je vous ai fait un schéma, vous pourrez le regarder. En tous les cas, entrer enfin par la prévention, même s'il faut absolument ne pas renoncer à la compensation et à prendre en charge les jeunes qui sont sortis du système, a vraiment structuré des changements majeurs dans la politique éducative. Elle a posé la question de est-ce qu'on est capable, en fait, d'avoir une formation secondaire complète pour l'ensemble de nos élèves? Est-ce qu'on est capable d'une forme d'équité, d'égalité dans la formation, donc l'école inclusive? Qu'est-ce que c'est que l'exclusion provoquée par l'école? Et puis, elle a donné corps au concept de deuxième chance. Et j'ai écrit récemment un livre avec Jean-Paul Delahaye, qui était un de nos collègues, et qui a beaucoup intervenu aussi sur les questions de pauvreté. Et nous avons mis comme phrase au début de notre livre, « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Si vraiment tous les jeunes de France, tous les parents et tous les enseignants et les partenaires étaient convaincus de l'éducabilité de chaque enfant et du fait que les échecs font complètement partie intégrante du parcours. Alors qu'en France, une erreur, c'est grave. Vous savez que nos élèves à PISA, ils préfèrent ne pas répondre que de répondre à côté. Parce qu'en fait, le concept de l'erreur, c'est quasiment une faute. Et vous voyez tout le contexte judéo-chrétien derrière. Donc si nous étions tous convaincus qu'il y ait une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, et même mieux, que ce n'est pas un accident de parcours, mais que ça fait partie du parcours, et que ça permet de construire une personne, je pense que nous aurions vraiment transformé non seulement la politique publique du décrochage, mais également l'école. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. En complément de l'intervention de ma collègue, je vais me situer un peu plus à travers une perspective qui interroge un peu le système éducatif. Ma collègue a bien dit effectivement que quand on aborde le décrochage, il faut sans doute considérer que c'est un phénomène complexe et que c'est un phénomène qui met en jeu à la fois des variables scolaires et des variables extrascolaires. Moi, je me situerai davantage dans cette intervention à partir d'une interrogation qui est, grosso modo, en partant de ce constat un peu général, rappeler que le système éducatif français, il contribue à l'égalité des chances. Et il me semble que la notion d'égalité des chances ne peut plus être simplement une abstraction, mais qu'il faut aussi l'analyser empiriquement. Et empiriquement, c'est par exemple l'effet école, l'effet établissement dans les parcours scolaires. Et je parle ici à partir notamment d'une recherche qu'on avait menée, qui est assez pionnière sur le décrochage au début des années 2000. C'était une réponse à une commande institutionnelle où, en tant qu'universitaires, nous avions répondu à cette commande qui consistait à s'interroger sur l'abandon, ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque l'abandon, ça a été évoqué tout à l'heure, et très vite ce qui nous avait frappé, l'abandon au lycée, en formation au lycée professionnel, ce qui nous avait frappé spontanément, c'était de constater qu'il y avait des abandons plus importants selon les établissements, ou moins importants évidemment, alors que ces établissements accueillaient les mêmes publics, sociologiquement parlant, et accueillir aussi les élèves dans les mêmes formations. Du coup, la question du décrochage nous a amené à nous interroger sur l'effet établissement, qui interroge aussi des a priori, comme l'a dit ma collègue. Et par exemple, un des a priori qui est extrêmement répandu aujourd'hui quand on parle des ruptures scolaires, c'est de dire si les élèves se trouvent dans la voie professionnelle sans avoir choisi leur orientation, eh bien, automatiquement, ça conduit à des ruptures, rien n'est moins sûr. Donc la question aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui est mis en place dans les établissements, dans les écoles, pour interroger cette question de décrochage. Le deuxième niveau qui me semble important aussi à exposer, c'est que si on aborde les ruptures scolaires sans interroger le rapport des adolescents aux apprentissages, je crois qu'on peut effectivement manquer l'essentiel. Or, quand on interroge les élèves, notamment les jeunes qui ont quitté l'école après avoir rompu ou avoir quitté l'école en cours de formation, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien, beaucoup d'entre eux ne déclarent pas qu'ils sont contre l'école, mais ils sont contre un type d'école. Donc ça interroge aussi sur les modalités
encore une fois, de formation. Et je me souviens déjà, parce qu'effectivement, on parle d'enquête, l'ADEPE avait mené, il y a déjà quelques années, en 2003 en particulier, une enquête qui avait interrogé plusieurs jeunes qui avaient quitté l'école, et 7 jeunes sur 10 déclaraient être à la recherche d'une formation, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à interroger sur le rapport au savoir et les apprentissages. Et du coup, mon exposé se partagera finalement en 2 parties, grosso modo. En fait, en 4 parties, mais en fait, c'est en 2 publics. C'est que j'ai choisi de vous exposer un peu les observations que j'ai pu faire dans le cadre d'un certain nombre de recherches, à la fois auprès d'élèves de lycées professionnels et auprès d'étudiants, puisque le thème, c'est celui des étudiants, et terminer mon propos aussi par une interrogation sur la justice scolaire et la justice sociale, parce que les vulnérabilités, comme vous le savez, ne sont pas seulement des vulnérabilités qui sont, on va dire, statiques, mais qui se construisent avec un processus qui peut parfois mener effectivement à des impasses. Donc c'est aussi la question d'une société un peu plus juste qu'il faut imaginer. Donc la thématique du colloque, simplement, je dirais, c'est d'abord, elle invite à replacer la question de l'adolescence et de la souffrance physique et psychologique dans un contexte de scolarisation de masse. C'est-à-dire que si on parle finalement de décrochage, il faut aussi qu'on le mette en relation avec la scolarisation de masse. Par exemple, il y a quelques années, le fait de ne pas avoir son baccalauréat n'était pas un drame. Aujourd'hui, ça l'est davantage, puisqu'il y a davantage de bacheliers. Donc il faut interroger aussi l'effet de la scolarisation de masse sur le sens et le rapport à l'école. La deuxième chose aussi, c'est que les facteurs, à dire spécifiquement scolaires, qu'il faut aborder, comme la vulnérabilité des jeunes, mais aussi des leviers qui sont de nature à participer à la construction de l'estime de soi. L'estime de soi, qui est une catégorie fondamentale en psychologie, eh bien, on ne peut pas l'aborder non plus sans poser la question de l'emprise que les jeunes peuvent avoir sur leur quotidien. Et donc, cette emprise, elle est faite de savoir, elle est faite de relations, elle est faite aussi, je reprends effectivement le terme qui a été utilisé tout à l'heure, c'est l'empowerment, c'est la capacité d'agir, et il n'y a rien de pire que lorsque les individus intériorisent une incapacité à apprendre, par exemple, ou une incapacité à s'engager dans une quelconque formation. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les ruptures scolaires ne sont liées qu'à des facteurs scolaires, mais il s'agit simplement de dire qu'à son niveau, la question de la scolarisation et du rôle de l'école ne doit pas être minorée, parce que, comme l'a dit ma collègue, on a tendance à externaliser les problèmes en disant finalement ça ne concerne que la société ou ça ne concerne que le monde social. Par exemple, entre parenthèses, j'ai vu des élèves très heureux récemment qui étaient très heureux d'être à l'internat et ils considèrent que le fait d'être à l'internat, c'est une manière aussi de se mobiliser sur l'école. Donc en fait, c'est aussi le cadre institutionnel qu'il faut interroger. Premier point que je développerai avec vous, c'est la question de la vulnérabilité sociale assez rapidement, et notamment en lien avec les vulnérabilités scolaires, ce qu'elle nous enseigne aussi sur la société d'aujourd'hui. Donc globalement, il faut aussi qu'on fasse, alors je suis sociologue de formation, il faut qu'on s'interroge aussi sur les liens qui existent entre l'évolution sociale aujourd'hui et que vous savez qu'une des catégories qui s'est développée, c'est la catégorie d'adolescence, hein, le thème de la journée, mais aussi la catégorie de jeunesse. Et la jeunesse en France, c'est d'abord des jeunesses. Et quand je dis des jeunesses, c'est aussi l'allongement de la jeunesse du fait de l'allongement de la durée de scolarisation. Donc il y a aussi des effets spécifiquement scolaires sur la définition des âges. Le deuxième point sur lequel je reviendrai, c'est la notion de forme scolaire et la question du sens des études. Parce que s'il existe une question fondamentale aujourd'hui, en lien d'ailleurs avec le terme de motivation utilisé à l'instant, c'est bien la question du sens des études. Quand vous interrogez les jeunes aujourd'hui, le sens des études ne va pas de soi, et que c'est d'ailleurs ce qui crée de nouvelles attentes du point de vue vis-à-vis des enseignants, c'est comment donner du sens à des savoirs qui n'ont pas forcément du sens pour tous les élèves. Et donc la question du sens, c'est une question qui interroge aussi les inégalités sociales. Je veux dire, il y a des élèves qui arrivent à l'école en étant déjà prédisposés à être élèves, ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. Troisième élément, c'est la question de ce que l'école et l'université font à leur public. Le cas des élèves de lycée professionnel et des étudiants de licence. Par exemple, j'ai enquêté sur les étudiants et la chose qui m'avait frappé, les étudiants de licence universitaire, y compris mes propres étudiants, c'était de voir que beaucoup d'entre eux avaient du mal à construire des repères dans l'université. C'est-à-dire que les temporalités, les évaluations, le fait de s'auto-évaluer n'était pas aussi évident et ils devaient créer leur propre rôle, ce qui encore n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas tous prédisposés à connaître, par exemple, les règles ou les normes implicites de l'université. Donc ça aussi, c'est la question par exemple, la question de l'encadrement et de l'accompagnement des étudiants. Et puis je terminerai sur la mobilisation scolaire, une question de pédagogie, d'appui relationnel, mais aussi, donc je disais tout à l'heure, de justice sociale. Alors rapidement, si je prends le premier point, la question des vulnérabilités.
peut-être préciser qu'il existe différentes jeunesses en France, parce que souvent on dit la jeunesse, mais c'est différentes catégories, différentes expériences. Et il y a aussi des modes d'entrée dans la vie adulte qui sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. Hein. Par exemple, je pense à l'enquête très intéressante qui avait été menée par Cécile Van de Velde, Devenir adulte, où elle montrait, comparaison à l'appui, que, par exemple, les jeunes Danois, ils peuvent expérimenter une année de rupture scolaire et faire quelque chose, y revenir, et ça ne pénalise pas leur parcours. Hein. C'est un petit peu plus difficile en France, par exemple, quand il faut faire une demande d'entrée en CPGE. Hein. C'est au hasard, donc ça veut dire qu'il y a quand même des enjeux en termes d'âge et de culture. Dans une recherche que j'avais menée il y a quelques années, et notamment auprès des jeunes qui fréquentaient un dispositif ou une institution qui s'appelle la mission locale, bon, ça date maintenant, ce qui m'avait paru clairement que l'exposition au chômage des jeunes sortant de l'école sans diplôme, sans qualification, était fortement dépendant des ressources dont ils disposaient ou ne disposaient pas. Et notamment, il y avait les ressources relationnelles, il y avait des questions de mobilité spatiale qui aussi impactent justement ces inégalités et les ruptures scolaires. Et ce qui apparaissait aussi, et c'est un point que je vous livre aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il y a peu de recherches là-dessus, en tout cas en sociologie, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que le rapport au temps chez les jeunes est extrêmement discriminant. C'est-à-dire que vous avez des jeunes aujourd'hui, ils savent ce qu'ils vont faire dans 10 ans, ils vous disent voilà, c'est un projet, et d'autres jeunes qui vivent au présent. Donc la question des temporalités n'est pas indépendante aussi du travail que vous menez, que mènent les institutions, notamment dans ce champ de la santé, mais aussi de l'école, qui est de dire, quand on travaille avec les jeunes sur les projets, les jeunes qui sont dans les politiques de petits pas, alors que ça demande aussi un engagement sur le long terme, et la question des temporalités est aussi socialement différenciatrice. Les vulnérabilités des jeunes, eh bien, effectivement, on sait qu'elle s'est fortement installée en France. Elle s'est installée avec un processus qu'on peut qualifier de désaffiliation sociale. Alors, j'en prends l'expression à Robert-Castel, qui dit finalement, ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier, c'est que les jeunes vulnérables, et notamment quand ils sortent sans qualification, sans diplôme, le problème, ce n'est pas tant la question des compétences, évidemment, elle se joue, elle est bien présente, mais c'est aussi la question des opportunités. Et donc, la notion des affiliations chez Robert Castel consiste à dire, en fait, selon la conjoncture, il y a des individus qui sont considérés comme étant valides ou invalides. D'ailleurs, il utilise cette expression, une invalidation, des individus valides invalidés par la conjoncture, c'est le fait aussi que c'est le marché et le fonctionnement du marché de l'emploi, par exemple, qui impose notamment au public le plus en difficulté à construire des projets professionnels. Et vous savez comme moi qu'il est plus difficile, quand on sort du système éducatif sans qualification, d'avoir des projets professionnels, dans la mesure où l'urgence, la plupart du temps, commande souvent le rapport à l'avenir. Donc la question aussi de la désaffiliation, c'est bien un modèle de société, on va dire une organisation sociale qui intervient. L'autre élément, mais ça a été dit tout à l'heure, c'est la question de la vulnérabilité, qui est une réalité qui procède d'une fragilisation des liens sociaux. Et il faut qu'on s'interroge aussi sur le fait que les liens sociaux se construisent aussi à travers des liens intergénérationnels. Et une des difficultés que rencontrent les jeunes quand ils sortent de l'école, et notamment, bien sûr, massivement, ça a été dit tout à l'heure, sont issus de milieux modestes, eh bien, c'est la question du lien intergénérationnel, y compris d'ailleurs quand on interroge leur projet professionnel. Ce qui m'avait frappé quand j'avais commencé par enquêter auprès des élèves lycées professionnels, plus de 700 entretiens, c'est le fait que beaucoup d'élèves lycées professionnels, alors même qu'ils sont dans les filières industrielles, ne se projettent pas dans l'industrie. Et en fait, on ne peut pas comprendre cette distance prise par une nouvelle génération vis-à-vis du monde industriel si on ne fait pas l'hypothèse qu'il y a des ruptures par rapport aux anciennes générations. C'est l'effet aussi économique qui fait qu'on se détourne. Et du coup, la question est bien de savoir sur quels appuis ils vont construire des projets, sachant que ces appuis sont d'abord ceux du quotidien, c'est-à-dire l'environnement familial, l'environnement institutionnel, et la question aussi de ce que l'école peut faire à son niveau. Donc c'est l'idée aussi, et je réagis un peu d'ailleurs ce qui a été dit en guise d'introduction, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'approche globale, comme l'a dit ma collègue notamment sur la prévention de décrochage. Je rappelle aussi qu'une des premières recherches, réflexions sur les vulnérabilités des jeunes face au marché du travail, c'est bien le rapport Bertrand Schwartz qui date de 81, intitulé L'insertion professionnelle et sociale des jeunes, et dans lequel il disait finalement pour accompagner des jeunes sortant de l'école sans qualification, il fallait agir à différents niveaux et impliquer différents partenariats. Ça n'est pas qu'une affaire de l'école, c'est aussi une affaire de la santé, c'est aussi une affaire des collectivités locales et territoriales, c'est aussi une affaire finalement qui doit être travaillée horizontalement et de façon
qui partent aussi du terrain, hein, parce que Schwartz avait j'ai envie de dire une intuition extrêmement forte qui est de dire que les réformes et les changements partent aussi du terrain, et ça ne peut pas être quelque chose qui soit seulement descendant, parce que le terrain, il est plus proche des réalités, et on peut aussi mieux y répondre. Et donc la question de l'action globale, on la retrouve aussi dans le rapport qui a été cité tout à l'heure. Je ne reviens pas là-dessus, mais simplement pour rappeler que le rapport de mon collègue, qui est maintenant à la retraite, Jean-Paul Delahaye, sur grande pauvreté et réussite scolaire, il insiste aussi sur la dimension multipartenariale, et il conclut aussi avec des pistes sur la notion de justice, parce que évidemment, vous savez comme moi que la question du décrochage, c'est aussi une question de justice sociale, dans la mesure où dans la mesure où, et je le précise particulièrement, dans la mesure où en France, effectivement, sortir sans diplôme condamne beaucoup de jeunes à avoir des difficultés d'insertion professionnelle, il faut bien que l'école se pose la question de ce qu'elle doit à tous les jeunes. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un débat sur le socle, mais je ne vais pas y revenir puisque c'est une question que vous connaissez. Alors, ce qu'on peut dire ici, pour conclure un peu ce premier point, c'est que l'héritage culturel des jeunes, qu'il faut aussi analyser, des adolescents, il se conjugue aussi avec l'existence d'opportunités inégales. C'est pour ça que quand on travaille sur les vulnérabilités, il me semble qu'il ne faut pas considérer les vulnérabilités comme une réalité en soi, mais comme un ensemble d'éléments qui concourent à produire de la vulnérabilité. Que par exemple, les opportunités, vous le savez comme moi, sont aussi des opportunités liées à des territoires. Je ne vais pas revenir un peu sur la France périphérique de Christophe Guilluy, mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'un jeune a plus ou moins de chances de se construire et de construire un rapport un peu apaisé au monde du travail et à la formation, selon aussi les opportunités dont il dispose. Mais il y a un autre élément qu'on pourrait ajouter, c'est aussi selon la capacité à mobiliser les ressources, qui est aussi une autre forme d'inégalité. Alors, est-ce qu'on peut conclure, en partant de cette première observation, que finalement il y a une peur de l'avenir chez les jeunes générations? C'est la thèse qui a été développée par Olivier Gallon, un des spécialistes, je pense, un des meilleurs connaisseurs de la jeunesse en France. Et Olivier Gallon conclut, en fait, c'est une hypothèse, mais ça ne regarde que lui, c'est qu'il considère que s'il y a une peur de l'avenir chez les jeunes, c'est aussi parce que c'est la crise du modèle méritocratique. C'est-à-dire le fait que beaucoup de jeunes ont intériorisé l'idée que faire des études va les préserver du chômage. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas toujours vrai. Et d'où l'idée que finalement, il faut revoir justement des questions aussi concrètes que l'évaluation des élèves. Et ce qui montre aussi, quand on travaille sur les projets, on ne peut pas exclure justement ce que l'évaluation fait aux élèves. Et encore une fois, ce qui a été dit tout à l'heure d'ailleurs sur PISA, c'est que préférer ne pas répondre, c'est aussi ne pas prendre le risque de ce qui peut s'avérer, comme vous le savez, contre-productif au niveau des apprentissages et ce qu'on peut appeler la confiance en soi. Je voudrais développer un deuxième point rapidement, c'est la notion que j'ai proposée, c'est la notion de forme scolaire et la question du sens des études. La forme scolaire est une notion qui nous aide pour comprendre l'école aujourd'hui. Vous savez que du temps de Jules Ferry, quand on a construit l'école, l'instruction obligatoire, gratuite et laïque, il n'était pas question de former des élèves ou des jeunes à des métiers. Il était question d'abord de les former à adhérer à une culture, qu'on a pu appeler une culture universelle. Et donc, la forme scolaire, c'est le fait d'avoir construit une école dans laquelle les apprentissages valent en eux-mêmes. Il ne s'agissait pas, si vous voulez, de dire que les apprentissages doivent servir au métier. Et du coup, cet apprentissage était un apprentissage dans une société qui était relativement stable, malgré les mouvements sociaux, et dans laquelle, finalement, quand l'enseignant s'adressait aux élèves, il ne s'adressait pas aux personnes, il s'adressait à leur raison. Progressivement, ce qui va se passer, c'est que la forme scolaire, c'est-à-dire cette école un peu fermée sur le monde, va s'ouvrir sur ce monde à travers les différentes massifications. Et donc, quand on dit la forme scolaire, ça veut dire que l'école est interpellée aujourd'hui, comme vous le savez, par des questions socialement vives. Et je pense qu'on reviendrait même 30 ans en arrière, et dire que l'école doit préparer à l'emploi, ça aurait suscité de fortes réserves, de fortes réticences, parce que historiquement, dans l'imaginaire, on a construit l'idée que l'école est indépendante et protégée du monde. Et on l'a construite sans le savoir, à l'image de ce que disait la philosophe Hannah Arendt, finalement, l'école ne saurait être le monde. Cette idée qu'il faut protéger l'enfant. C'est d'ailleurs pour ça, vous savez, que tout ce qui est de nature à manifester un désordre, les faits de violence ou d'agression à l'école, très vite, ça suscite de la passion. On peut dire, effectivement, c'est normal, mais il faut le comprendre aussi par rapport à cette histoire. Donc la nature des savoirs qu'on y enseignait était finalement aller de soi. Mais cet apprentissage, c'est pour ça que, quand je dis qu'il faut réfléchir aussi sur le sens des études, parce que les décrocheurs, des élèves dits décrocheurs, ou les jeunes,
ils nous renseignent, ils nous informent aussi sur le fonctionnement de l'école. C'est véritablement une manière de comprendre comment fonctionne cette école. Et donc, nous savons, je vous donne un exemple concret, mais je n'ai pas le temps de développer, j'ai appris beaucoup aussi dans les interventions auprès des adultes, en formation au cours du soir. Parce que beaucoup d'entre eux revenaient à l'école, parce qu'ils donnaient du sens, et ils vous disaient, effectivement, j'ai quitté l'école à un moment donné où ça n'allait pas très bien, je ne voyais pas où ça voulait en venir. Et donc, par un effet rétrospectif, même si les biographies ont des limites, eh bien, on comprend que ça se jouait beaucoup et énormément au niveau de la relation pédagogique. Je précise d'ailleurs au passage que la relation, la nature, la qualité de la relation pédagogique aux enseignants et aux adultes est d'autant plus déterminante dans la réussite scolaire que les élèves viennent de milieux modestes. Donc il faut interroger aussi ce que cette chose fait, finalement, c'est la qualité de la relation au rapport aux études. Et donc, ce qui se passe simplement aujourd'hui, c'est que enseigner, comme vous le savez, est devenu un métier sans doute plus éprouvant et plus exigeant aujourd'hui, parce que nous devons justifier, donner du sens. Et donc, je reprends un peu toute une littérature qui traite un petit peu de ces questions. Apprendre à l'école aussi exige, comme vous le savez, des efforts qui sont d'autant plus aisés à consentir que l'élève ou l'étudiant dispose de compétences, de codes culturels facilitateurs. Je crois que la forte intuition, même si je ne suis pas bourdieusien, en tout cas pas totalement, eh bien, la forte intuition de Pierre Bourdieu et Passeron dans les années 60, quand ils ont travaillé sur les héritiers, c'était de dire il y a des codes implicites que l'étudiant ne maîtrise pas. Et donc, une des hypothèses de Bourdieu, comme vous le savez, c'est de dire si le système scolaire est inégalitaire, c'est parce qu'il réclame aux étudiants et aux élèves ce qu'il ne leur enseigne pas en partie. Donc, de ce point de vue, les inégalités culturelles, quand les jeunes arrivent à l'école, elles sont partie prenante de ce qu'on peut appeler l'accrochage scolaire ou l'implication. Alors en sociologie, on utilise beaucoup plus le terme de mobilisation que celui de motivation, parce qu'on considère qu'apprendre à l'école dépend aussi de ce que les élèves apprennent par ailleurs. C'est l'idée de sortir simplement du contexte. Donc cette socialisation, elle est aussi productrice de différences, ce qui explique aussi qu'un des questionnements que j'avais posé quand j'ai interrogé les élèves lycées professionnels, qui, pour 80% d'entre eux, alors c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui avec la généralisation du bac pro 3 ans, sont finalement, globalement, vous disent je n'ai pas choisi la formation, et même ils vous disent parfois j'ai choisi le lycée professionnel parce que je ne pouvais pas faire la seconde générale. Donc en fait, on voit bien que ça n'est pas vraiment un choix. Et en même temps, la question m'a paru mal posée parce qu'en fait, ce n'est pas tant le choix initial qui conditionne la réussite que la manière dont ils sont accueillis, accompagnés. Et donc clairement, s'il y a un terrain, je vous invite peut-être à connaître un peu plus parce qu'il est assez méconnu dans le système scolaire français, c'est le terrain des lycées professionnels où il y a des choses qui se font extrêmement intéressantes, où par exemple j'ai vu rarement des enseignants qui distinguaient éduquer et instruire, parce qu'ils partent du principe qu'ils vont travailler avec des élèves qu'il faut réhabiliter. Et comment se fait cette réhabilitation scolaire ? Elle se fait par l'exigence alliée à la bienveillance. Donc il y a cette dimension qu'il faut sans doute aussi explorer pour montrer que finalement, dans la relation pédagogique, se joue justement une mobilisation scolaire, et donc l'emprise exercée sur les apprentissages ouvre aussi des élèves sur des projets. J'ai remarqué que des élèves, finalement, en réussissant, en ayant des expériences, ils s'autorisaient à imaginer un autre monde et un autre avenir, plutôt que d'avoir une vision extrêmement restrictive. Et je précise quand même, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'il y a toujours intérêt à faire une distinction entre ce que le monde médiatique dit de l'école et ce que les individus vivent dans l'école. Il y a un écart entre ce que les élèves disent et l'image qu'on donne, par exemple, de la voie professionnelle. De la même manière, si je prends les étudiants, enquête en 2011, quand j'ai interrogé plus de 1000 étudiants dans un questionnaire et puis plusieurs entretiens, eh bien, j'avais remarqué que les étudiants qui réussissent leurs études, puisque le journal est thématique sur les étudiants en particulier, c'est quand ils parviennent à concilier 3 dimensions dans leur expérience. Il y a une première dimension qui est la socialisation en conditions d'études. Comment, quand on arrive à l'université, comment on apprend à décoder les normes de l'université, qui ne sont pas faciles. Par exemple, c'est lié aussi à l'organisation des emplois du temps. C'est quelque chose de très, très basique. Et je pense à cet étudiant qui me dit dans un entretien, vous savez, monsieur, j'ai l'impression que parfois je suis un petit peu en vacances. Puis j'ai quand même interrogé pourquoi il me dit finalement qu'il est en vacances. C'est parce que pour lui, il avait un cours lundi matin et puis le cours suivant, c'était un TD mardi soir. Donc ça veut dire la question de la temporalité. Et donc créer son propre rôle n'est pas aussi simple pour tous les étudiants. Donc il y a une première dimension, la socialisation aux études, aux normes. Deuxième dimension, c'est la question aussi des stratégies d'apprentissage. Extrêmement intéressant de se pencher sur comment les étudiants font pour apprendre leurs cours, par exemple.
un monde que j'ai découvert, alors que j'étais enseignant depuis plusieurs années, où je voyais un petit peu de ce que j'ai appelé un bricolage profane, c'est-à-dire on construit soi-même, on réécrit ses cours, on essaie aussi d'aller voir sur Internet s'il y a des éléments complémentaires. Certains vont à la bibliothèque, passent des heures. D'autres, finalement, disent, comme j'ai des évaluations tous les semestres, finalement, je vais laisser au dernier moment. Donc, si vous voulez, vous avez des stratégies qui sont effectivement inégales, qui se combinent parfois aussi à des facteurs sociaux. Par exemple, alors c'était à l'Université de Lille 3, et ce que j'avais remarqué avec l'Observatoire, le FIV en particulier, c'était que le fait de passer plus de 3/4 d'heure dans les transports à l'aller et au retour impactait aussi la mobilisation. Et qu'il y avait aussi un chiffre, on va dire, assez redoutable, c'est que quand les étudiants travaillent pour financer leurs études, il ne fallait pas que ça dépasse 10 heures maximum par semaine. Parce qu'à partir de là, on avait des effets aussi sur la mobilisation. Donc c'est intéressant de tenir compte aussi de ces facteurs extrascolaires sur la mobilisation. Et puis, une troisième dimension, c'est la question des projets d'avenir. Ce qui était frappant, mais je ne suis pas le seul à avoir observé, Georges Feliuzzi a fait la même chose à Bordeaux, c'est le fait qu'il y avait des jeunes qui finalement avaient une idée très précise quand ils étaient en licence 1 du métier qu'ils voulaient faire, et qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient dans les études, ça devenait un peu moins précis. Ce qui veut dire aussi que les études ouvrent sur d'autres perspectives, et donc la notion de choix, elle est aussi une choix à reconstruire, y compris quand on est en master, par exemple. Donc je passe au troisième point, ce que l'école et l'université font à leur public, à partir de ce que j'ai dit finalement, qu'à des élèves, simplement de rappeler qu'il existe des facteurs spécifiquement scolaires qui créent ou amplifient les vulnérabilités. Par exemple, des questions que vous savez qui sont aujourd'hui des questions de fond sur la thématique de harcèlement. Il y a bien sûr dans les académies des groupes de climat scolaire et agir pour le climat scolaire, des faits de violence, mais aussi des questions un peu moins finalement, qui sont passionnelles, mais qui contribuent aussi aux vulnérabilités. C'est les questions, par exemple, de l'évaluation, des appréciations, du jugement porté aussi sur une partie des élèves. Et non pas pour dire que les jugements scolaires sont des jugements qui finalement sont malveillants, mais simplement l'interprétation qu'en font les élèves peuvent conduire aussi à des difficultés à s'engager dans les apprentissages. Donc ça pose aussi la question de quelles sont les modalités d'évaluation. Et nous savons par exemple aujourd'hui, littérature et recherche à l'appui, qu'une évaluation régulière et légèrement indulgente fait progresser les élèves, leur donne confiance, et y compris d'ailleurs des formes d'auto-évaluation qui conduisent aussi à instaurer une forme d'engagement et une forme d'implication des élèves ou des étudiants. Il y a aussi des éléments qui sont plus contradictoires. Par exemple, le fait de considérer, et je pense que c'est une question, je vais parler de l'orientation tout à l'heure, que l'orientation des élèves, elle contribue parfois à encourager l'émergence de l'ambition, mais elle peut aussi encourager, ou générer du découragement. C'est-à-dire le fait que les individus renoncent. Et du coup, il faut s'interroger aussi sur ce que l'école fait aux individus de façon très durable. Exemple, si vous interrogez des élèves ou des jeunes sortis de l'école, ou même encore en train d'étudier, et vous leur demandez de se décrire, il n'est pas anodin de constater que les jeunes les plus en difficulté se décrivent scolairement, alors que les jeunes ont réussi de se décrire par d'autres critères. Donc ça dit quelque chose aussi sur le rapport à l'école et donc un peu les effets que ça peut avoir. Et bien sûr, heureusement que tout ceci n'est pas totalement déterministe, parce qu'il faut aussi analyser les évolutions. Quand j'ai parlé des élèves lycées professionnels, j'ai vu des élèves qui étaient extrêmement en retrait et qui sont mobilisés après parce que la rencontre a fait que. Donc il faut avoir une vision un peu dynamique et on a toujours à apprendre aussi de ces parcours qui parfois sont un peu improbables. Le paradoxe de l'université, comme vous le savez, c'est que, de la même manière, c'est que les étudiants les plus vulnérables socialement et scolairement sont aussi ceux qui bénéficient du plus faible encadrement. On a effectivement des évolutions, et je trouve ça intéressant de plus en plus le fait de travailler sur la liaison lycée-université. Il y a de plus en plus, je dirais, à partir de la fin des années 2010, à la fin des années 2000, il y a effectivement de plus en plus des actions menées par les universités pour pouvoir travailler justement la pédagogie et l'accompagnement des étudiants. Il y a encore du chemin à parcourir, mais cela signifie aussi qu'il faut qu'on réinterroge un certain nombre de catégories. Par exemple, l'échec dont on parle, qui est important en licence 1, qui diminue, eh bien cet échec, il peut être aussi augurer des réussites. J'ai interrogé des étudiants qui avaient fait parfois 2 licences 1,
Et donc, je me suis aperçu que certaines compétences acquises dans la première année avaient des effets sur après. Donc, la notion d'échec, il faut aussi l'analyser de façon un peu plus dynamique et pas seulement négative. Même s'il s'avère que pour certains jeunes, l'échec scolaire, ça peut aussi conduire à un retrait. Alors, je passe un peu sur ces points pour avancer, pour dire simplement qu'on ne peut raisonnablement expliquer les inégalités de réussite à l'université sans interroger ses implicites, ni les modes d'enseignement. Je ne suis pas sûr, j'ai déjà écrit d'ailleurs par ailleurs, y compris pour avoir fait aussi moi-même des cours à des amphis d'étudiants de 500, 600 étudiants, je ne suis pas sûr que le cours le mieux construit soit le cours le mieux approprié, évidemment. Donc il faut analyser les modalités de façon plus empirique. Il y a des recherches dont on dispose. Le point sur lequel je vais terminer, c'est la question de la mobilisation scolaire, qui est une question de pédagogie, d'appui institutionnel, mais aussi de justice sociale. Principe préalable, je l'ai dit tout à l'heure, on y a d'ailleurs avec ce que disait ma collègue sur le décrochage, pas en soi, mais quelque chose de processus, quelque chose de plus complexe et on peut dire finalement qui fait intervenir plusieurs variables. La vulnérabilité n'existe pas en tant que telle. C'est comme si je disais l'échec scolaire n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des individus vulnérables ou en vulnérabilité, ou situation de vulnérabilité. Ce qui existe, c'est aussi des élèves qui peuvent être en échec. Donc en fait, c'est plutôt ne pas considérer la vulnérabilité comme une réalité en soi, mais comme la conséquence d'eux. D'où l'intérêt de croiser toujours des approches macro, des approches micro, des approches qui font intervenir aussi le biographique. Et par exemple, le sociologue que je suis dira, c'est très intéressant de voir que la même origine sociale ne donne pas lieu au même devenir parce que les individus n'ont pas la même histoire. Donc la dimension biographique n'est pas secondaire quand on analyse les processus de vulnérabilité et comment on sort de la vulnérabilité. Alors l'exemple aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est les élèves qui sont dans des situations un peu difficiles et qui trouvent dans l'école, qui trouvent dans la relation, dans le regard de l'adulte, la mise en activité, l'accompagnement, qui trouvent le moyen aussi de donner du sens aux études. Et quand je disais tout à l'heure, plus on va de milieux favorisés vers les milieux modestes, plus la qualité de la relation est importante, c'est parce que, comme vous savez, comme moi, qu'il y a des inégalités d'accès à la culture et que les individus existent aussi par un ailleurs. C'est-à-dire qu'un élève peut très bien vous dire, je prends un exemple d'élève en classe préparatoire grandes écoles dans une filière, on va dire MP étoile, qui vous dit, moi ce qui compte, c'est pas tant que le professeur soit sympathique, ce qui compte, c'est d'abord qu'il me prépare au concours. Donc il voit pourquoi il est là. Ce n'est pas exactement la même chose de l'élève dans un autre contexte qui va dire, ce qui compte, c'est d'abord que la relation soit sympathique et à partir de là, je peux rentrer dans les apprentissages. Donc du coup, il faut qu'on donne à cette dimension relationnelle quelque chose d'important dans le travail et l'inscrire aussi dans un contexte social qui est celui aujourd'hui, je terminerai là-dessus, qui est celui de ce que Axel Honneth appelle la lutte pour la reconnaissance, c'est-à-dire fondamentalement tous les individus et notamment les plus vulnérables sont en quête de reconnaissance, et reconnaissance de ce qu'ils sont, et sans doute un des enjeux quand on travaille sur le décrochage, c'est de partir des élèves ou des jeunes tels qu'ils sont. Ils ont aussi des compétences, ne pas les voir que strictement d'un point de vue strictement scolaire, parce que c'est encore la norme qui a été dite tout à l'heure. Considérer aussi que la lutte contre le décrochage, la prévention, c'est aussi une dimension éthique. Qu'est-ce qui est bon dans la décision que je prends s'agissant de telle ou telle personne ? Comment est-ce que je l'associe, étant entendu que dans les métiers de la santé comme dans les métiers de l'éducation, vous savez comme moi, ce sont des métiers relationnels, c'est-à-dire que je ne peux réussir mon travail que si la personne qui est accompagnée se mobilise. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire la co-construction ou la coproduction des devenirs. Donc on est dans des métiers relationnels où certains sociologues appellent cela finalement les métiers du travail sur autrui. Donc pour terminer, je dirais simplement que la lutte contre les différentes formes de vulnérabilité interroge aussi une manière de faire société. Il s'agit donc de recréer du lien social, je l'ai dit tout à l'heure, avec un accompagnement, tutorat, etc. Il s'agit aussi de mobiliser des moyens en partant du principe de différence. J'aime bien ce principe de justice que je trouve intéressant chez John Rawls, qui est celui de théorie de la justice, quand il dit « une société est juste », c'est quand elle se préoccupe du sort des plus faibles, c'est-à-dire concrètement, quand je prends une décision, il faut que j'étudie quelles sont les conséquences qu'on peut avoir ces décisions sur les plus faibles, parce qu'une décision peut être favorable à certains et moins favorable aux autres. On peut appliquer ce modèle à différents contextes. Par exemple, je l'ai dit récemment à des chefs d'établissement, évidemment, quand on prend une décision où on flèche des moyens, il faut se dire aussi qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les autres publics, donc de manière à instituer un principe de différence. Alors pour information, le principe de différence, c'est celui qui a été à l'origine des politiques d'éducation prioritaire avec ce slogan de Alain Savary, donnez plus à ceux qui ont le moins,
qui était une manière de repenser l'équité, à savoir introduire l'inégalité de traitement pour favoriser l'égalité réelle. Et donc, il s'agit aussi de donner une assise empirique à la notion de parcours, qui est effectivement dans notre système éducatif, qui tend à substituer à la notion de projet, puisque c'est faire en sorte que tout ce qui est mis en place soit au service du parcours de chaque élève. Et donc, une des interrogations, vous l'avez vu peut-être avec la réforme de la voie professionnelle, c'est de dire un élève peut aussi préparer son diplôme, pas forcément un CAP en 2 ans, mais il peut le préparer en 3 ans, soit la question de l'individualisation réelle, alors que nous avons un système qui parfois peut être un petit peu lourd pour pouvoir jouer un petit peu sur ces dimensions-là. Donc je termine par l'idée que finalement nous sommes, le point commun, c'est un peu ce qu'on appelle la société du care aujourd'hui, prendre soin de l'autre et prendre finalement, apporter toute l'attention à autrui. Et donc cette société peut engendrer aussi du délitement social, naturaliser parfois les vulnérabilités, c'est un danger. Alors on parle de psychologisation, de naturalisation. La naturalisation, c'est quand on considère finalement, c'est dans les individus que se trouvent les réponses. Un peu cette fameuse phrase, l'individu est responsable de ce qu'il fait, c'est-à-dire il est le propre entrepreneur de sa carrière. Il faut aussi qu'on s'interroge sur les conditions de faisabilité. Et très vite, là, on interroge évidemment un modèle de société. Et je vous remercie de votre attention. Je termine un peu là-dessus. Nous allons prendre une séance de questions-réponses, une première séance. Donc, merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, madame l'inspectrice générale. Qui veut poser la première question ? Sinon, je vais désigner un psychiatre. C'est ce que je fais à chaque fois. Ou un prof. Les gens détournent leur regard. Bon, je désigne quelqu'un alors. Attendez. Bonjour, je vous remercie pour vos exposés. Monsieur Djellab, je voudrais vous poser une question, parce que vous exposez effectivement toutes vos études. Donc Nathalie Godard, je suis moi-même enseignante à la fac de médecine, et vous exposez toutes les questions autour de comment accompagner les plus faibles, comment réfléchir à aménager notre système d'enseignants. Et là, j'ai nos enseignants de la Fondation à côté de moi, ou en tout cas leurs représentants. La question c'est, et on se pose la question dans la Fondation, puisque vous parlez de monter des recherches, est-ce que vous seriez prêt à monter des recherches en collaboration avec la Fondation sur cette question du savoir-faire qui a été développé dans notre institution pour accompagner les plus faibles et ceux qui sont en grande difficulté? Et, je vais vous laisser la parole, recueillir leurs témoignages sur qu'est-ce qui leur a été utile. Alors, merci pour votre question. Alors, spontanément, j'ai envie de vous dire, effectivement, le fait de monter des recherches, ça me plairait bien. La question, c'est évidemment la question du temps, mais je trouve que cette entrée par... Moi, je veux bien, effectivement, s'il faut qu'on se voit et qu'on échange un peu sur ces questions-là. J'ai été frappé, par exemple, par le fait que, quand j'ai parlé tout à l'heure des adultes en formation des cours du soir, par le fait que beaucoup d'entre eux avaient quelque chose, quand ils parlaient de l'école, comme quelque chose, finalement, une sorte de quête de réparation de ce qu'ils avaient vécu. Et on voyait clairement que, même s'ils ont parfois eu des difficultés à l'école, ils n'étaient pas vraiment contre l'école. Et donc, ils ont développé des expériences, ils sont rentrés dans la vie active, et ils reviennent pour essayer de compléter un peu cette expérience et de lui donner du sens. D'ailleurs, en termes d'exigence pour le formateur et l'enseignant, c'est autre chose. J'avais trouvé très intéressant que l'enseignement en amphi ou l'enseignement des étudiants, on va dire, classiques. Bon. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est quand vous parlez par exemple des savoirs, ou des savoirs qui ne sont pas que des savoirs scolaires, mais des savoir-faire. Comment faire ? Il y a une notion qui maintenant prend de l'importance dans l'école, qui est de dire il faut travailler sur les savoir-être, par exemple, des individus. Et on s'aperçoit que cette notion de savoir-être, elle fait intervenir aussi des compétences implicites qui ne sont pas finalement favorables ou en tout cas également distribuées socialement. Et par exemple, quand vous voyez les étudiants, je donne un exemple, puisqu'on parlait des étudiants et de l'insertion professionnelle, je pense à un étudiant que j'avais comme étudiant au master ressources humaines et qui me disait au mois de mars,
comment il a pu trouver un emploi dans une entreprise et qu'il a été embauché avant même d'avoir son diplôme. Et quand je l'ai interrogé pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, il avait interrogé d'anciens élèves, il avait fait une démarche aussi de prospection pour analyser l'entreprise, comment elle fonctionne, etc. Et il avait pris toutes les dispositions pour que, lors de l'entretien d'embauche, il y ait quelque chose de l'ordre de ce savoir-être. Donc il me dit, ils étaient très contents parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient embaucher quelqu'un qui est déjà, entre guillemets, de la boîte. Donc en fait, il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce que les individus aujourd'hui, les étudiants en particulier, comment ils construisent justement des compétences qui servent aussi à l'entrée dans la vie active, mais aussi à prendre des initiatives, à s'engager. Et ça, je pense que c'est tout un champ qu'il faut développer aujourd'hui en termes de recherche. Il y a pas, en tout cas, dans le champ de la sociologie, on n'a pas suffisamment de travaux là-dessus. Et effectivement, ça dessine des pistes intéressantes. Merci. Une deuxième question. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais vous interroger sur quelque chose que vous n'avez pas trop évoqué, qui est la place des parents et finalement la relation que tout élève, dans les patients élèves que nous pouvons rencontrer, finalement, qu'est-ce que l'enfant va chercher à réparer ou qu'est-ce que le parent va mettre en jeu de son idéal, finalement, et de sa représentation de la réussite scolaire et de l'acquisition du diplôme. Voilà, donc là je pense qu'il y a quelque chose quand même de fondamental que vous n'avez pas évoqué, donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Oui, vous avez complètement raison, c'est une dimension majeure. C'est vrai que le temps étant court, on n'a pas développé toutes les dimensions, mais ça dit quelque chose, le fait qu'on soit passé rapidement. Dans la politique publique mise en œuvre, c'est vraiment un des axes fort qui a été développé, alors avec un certain nombre d'actions comme la mallette des parents, l'école ouverte aux parents, mais plus largement, ça a interrogé. On parlait d'histoire tout à l'heure, on voit bien que l'école de Jules Ferry, elle s'est construite comme un monde fermé, elle était aussi fermée aux parents. Donc c'est vrai que pendant longtemps, le modèle de notre école, c'était d'une part les enseignants, les élèves, et d'autre part les parents, dans une intention bienveillante de se dire il ne faut pas que le milieu social ait une influence. Et donc, c'est vrai que l'intention a été bonne, mais on voit bien que cette rupture qui était longtemps le modèle dominant avec les parents a beaucoup d'effets. Je vais prendre une anecdote qui est vraiment qui a structuré ensuite la politique publique. J'ai travaillé pendant 2 ans, quand j'étais ensuite politique publique, dans un cabinet d'une ministre, et nous faisions souvent des déplacements sur le terrain pour valider la mise en œuvre et vérifier avec les acteurs. Et nous étions donc dans un lycée lambda, qui avait été choisi vraiment au hasard parce que c'était très rapide. Et on avait un élève qui était là, de 18-19 ans, qui était revenu, après un temps d'une rupture, en CAP, et sa mère. Et on était 150 personnes. Beaucoup d'institutionnels. Et à un moment, donc, le jeune a pris la parole en expliquant pourquoi c'était important pour lui d'être en réussite, d'avoir des bonnes notes, comme il a dit, et qu'il était fier de pouvoir les ramener à la maison. Et la mère a pris la parole c'est une maman de milieu très très modeste qui nous a dit qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de parler en public. Et elle a dit, c'est la première fois que le lycée m'a appelé, que l'école m'a appelé pour me dire du bien de mon fils. Je peux vous dire que dans la salle, et j'ai toujours cette émotion professionnelle qui remonte quand j'y pense, il y a eu un silence très important parce qu'on a tous réfléchi et on s'est dit cet enfant, c'est jeune, il a 19 ans, il est à l'école sans doute depuis l'âge de 3 ou 4 ans. Pendant 15 ans, l'école n'a eu aucune interaction positive avec la famille. Et là, je peux vous dire, et il n'y avait aucun reproche dans la bouche de la mère qui expliquait que grâce à ça, elle avait reconstruit le lien avec son enfant. Parce qu'autrement, ils étaient en conflit permanent. Elle lui faisait des reproches justement parce qu'elle avait l'impression d'être une mauvaise mère, de ne pas avoir réussi à le faire accrocher à l'école, etc. Donc il y a eu vraiment dans ce moment-là fondateur, qui a fait d'ailleurs que maintenant la mère intervient dans des formations que nous faisons sur la relation parent-enfant avec son fils. On a construit quelque chose à partir de ce moment qui a été extrêmement important. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'il n'y avait jamais de malveillance. C'est-à-dire, c'est une négligence grave comme on peut avoir une non-assistance à personne en danger ou négligence dans les soins. C'est-à-dire, ça s'est construit tout au long du parcours. Personne n'a eu, à un moment donné, une mauvaise intention par rapport à cette famille. Sauf qu'on n'a pas
réfléchi aux effets de n'entrer en relation avec les familles que, effectivement, dans l'urgence, quand l'enfant est absent, quand il ne réussit pas, quand on se dit il va falloir l'orienter, parce que ça reste encore souvent, ou le convaincre d'aller dans telle ou telle filière. Et donc, c'est vraiment, pour rejoindre votre interrogation, c'est évidemment complètement central. C'est-à-dire que je suis passée très vite sur les alliances éducatives parce que j'avais un peu dépassé le temps et je voulais laisser aussi du temps aux autres conférenciers. Mais c'est vraiment ça, quand j'ai dit c'est le trépied école, famille, élève, on sait que si la relation, dès la première entrée en maternelle, en maternelle et maintenant l'école va être obligatoire à 3 ans, si ce lien ne se construit pas de façon sécurisée, de confiance, dès qu'il va y avoir des turbulences, c'est un peu comme dans une relation humaine, si on ne la construit pas sur des bases solides, en cas de turbulence, cette relation va rompre très facilement, ou en tout cas, elle va être distendue très facilement. Donc ce trépied, il est majeur, c'est la première alliance éducative, et ensuite on l'élargit. Donc on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine, dans le système éducatif, des deux côtés, je pense, famille élève. Alors, c'est central maintenant dans les politiques publiques, c'est affirmé, c'est décliné. Il faut qu'on arrive à l'incarner réellement. Mais il y a une vraie prise de conscience au minimum. Juste un mot là-dessus, malheureusement je vais partir. Sur les relations école-famille, je ne l'ai pas développé aussi, mais quand j'ai parlé tout à l'heure par exemple du rapport au savoir, le rapport au savoir chez les élèves, il se construit aussi à travers les histoires familiales. Et une des pistes qui avait été explorée et qui me semble extrêmement intéressante sur justement la capacité à construire le projet d'avenir, c'est le fait que pour une partie des élèves ou une partie des jeunes, le fait de réussir peut être vécu comme une forme de fierté, mais certains le vivent comme une manière de trahir leur milieu familial. Donc on a aussi toute une perspective à travailler, parce que apprendre à l'école, quand les élèves de lycée professionnel, je les ai interrogés, qui sont en BTS aujourd'hui, ils sont très fiers d'aller plus loin dans les études que leurs parents, donc c'est quelque chose de très, très construit, très positif, mais on sent aussi que s'ils ont pu le faire, c'est aussi parce que le dialogue aussi avec les parents était positif, dans la mesure où il les autorise aussi à changer, puisque un des enjeux de l'école, c'est qu'apprendre, c'est changer. Et pour les élèves, changer, c'est aussi changer par rapport à son milieu familial. Je vous invite, par rapport à votre question, à aller voir, par exemple, sur le site de l'Institut français de l'éducation, l'IFE, qui a développé des outils et une ressource extrêmement complète. Ils ont d'ailleurs édité un numéro sur les relations école-famille, avec des pistes de travail, et qui gagnerait d'ailleurs à être connu, y compris dans la maison d'éducation. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport, en fait, vous avez beaucoup parlé des compétences sociales. Nous, on les intègre dans les compétences psychosociales, les compétences cognitives, émotionnelles, sociales. Et on sait que la littérature nous dit aujourd'hui que le développement de ces compétences chez les élèves, chez les enfants, mais aussi chez les adultes référents, permet d'améliorer le bien-être, l'empathie, les relations prosociales. Et je me demandais un peu comment vous voyez le développement en fait, de ce sujet au sein de l'éducation nationale, en particulier par rapport au décrochage scolaire, mais voilà, sur d'autres. Ce sujet est majeur également. Pendant longtemps, on était sur un modèle très piagétien, si je puis dire, ou cartésien, caricatural. Mon collègue l'a dit rapidement, mais où il n'y avait que la raison et où on imaginait que les enseignants comme les élèves étaient des êtres désincarnés, ce qui amenait quand même un certain nombre de difficultés, tout particulièrement à l'adolescence, mais pas seulement. On a maintenant... alors, on est entré par l'idée de bienveillance, parce que c'était compliqué d'entrer directement par les compétences psychosociales dont vous parlez, puisqu'on a très vite, autrement, des points de blocage sur... on n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas des psychologues, on n'est pas... etc. Les enseignants, souvent, d'ailleurs, plus parce qu'ils ne se sentent pas compétents ou pas formés. C'est-à-dire, ce n'est pas un refus maintenant, je pense, idéologique, puisque la plupart sont confrontés à un moment ou à un autre aux limites de se contenter de la raison, mais c'est plus en niveau de la compétence. Donc c'est vrai qu'on a introduit en termes de formation des dimensions qui sont entrées par la bienveillance, le bien-être. Il y a eu tout un plan bien-être qui était en interministériel avec l'Élysée auquel j'ai participé en 2016-2017. Et donc on l'a fait entrer de façon partenariale. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant, de façon à sécuriser aussi les équipes éducatives dans la démarche qu'elles pouvaient avoir, où elles n'ont pas été elles-mêmes formées
sur ces dimensions. Mais en tous les cas, sachez que on est entré plus facilement par la question du décrochage, on est entré plus facilement sur ces questions par l'éducation prioritaire ou quand on est un peu au pied du mur, j'allais dire, mais c'est en train de diffuser, si je reprends la pyramide tout à l'heure, également aussi de façon structurelle pour l'ensemble des élèves. En tout cas, c'est vraiment un des domaines où les alliances éducatives ont tout leur sens et on a vraiment besoin de compétences croisées, à la fois pour avancer et puis pour rassurer aussi les équipes éducatives. Merci. On va prendre 2 dernières questions qu'on a repérées et puis vous répondrez aux 2 en une. Bonjour. C'est juste pour remettre. Pardon, Vous avez beaucoup parlé de décrochage et des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a un amalgame entre déscolarisation et décrochage. Est-ce que vous pourrez bien distinguer les deux? Alors, merci pour vos interventions passionnantes. J'ai une question qui n'a pas encore été posée. J'évolue dans un milieu où il y a beaucoup d'accompagnement à la scolarité. Je crois que c'est maintenant, on l'appelle comme ça, qui est assuré par des acteurs associatifs bénévoles. Et je les vois à la fois compétents, généreux, disponibles, empathiques, avec l'envie de bien faire. Et sauf que tous témoignent de la difficulté, voire de l'impossibilité de travailler en lien avec l'éducation nationale. Et je voulais savoir si cette notion enfin cette réalité évoluait et voilà ce que vous en pensiez. Merci. Alors, décrochage, déscolarisation, je suis passée très vite sur la définition administrative tout à l'heure. Dans le livre pour lequel je vous ai mis la référence et également le rapport d'évaluation de politique publique qui est téléchargeable, on a bien défini les différents objets. On voit bien que mon propos là, ce n'était pas justement de rentrer dans des définitions précises, mais de montrer le décrochage comment, en tant qu'objet grand public et de politique publique, avait été transformateur de l'école. Bien entendu qu'on distingue, puisque on appelle décrocheur au sens strict, et on ne parle de décrochage dans le système éducatif qu'après la scolarité obligatoire, puisqu'on considère qu'avant 16 ans, l'élève est scolarisé d'une façon ou d'une autre, il est absent, il est absentéiste, mais on considère qu'il n'est pas décrocheur, puisque logiquement, il est sous obligation scolaire. C'est toute la question d'ailleurs des 16-18 ans dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui va être un sujet passionnant, partenarial et interministériel qui va s'ouvrir sur l'obligation de formation. Mais donc, bien sûr qu'on fait la différence en termes administratifs. Ensuite, comme le décrochage est un processus, on sait bien que l'élève qui va décrocher à 16 ans un jour, c'est très très rare qu'il n'y ait pas eu des prémices dans son parcours. Donc c'est pour cette raison qu'on s'en est emparé en termes à la fois de prévention et de politique publique sous son acception la plus large, extensive et qui n'est pas scientifiquement exacte. D'ailleurs, on l'utilise sur le plan administratif. Par exemple, le décrochage, c'est seulement si on n'a pas un diplôme de niveau 4 ou niveau 5. On voit bien qu'on parle de décrochage à l'université. Donc, ils ne sont pas, par exemple, décrocheurs au sens strict de la politique publique actuelle par rapport au nombre de formations. N'empêche que pour beaucoup, c'est du décrochage. Donc, on pourrait vraiment, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner d'autres références. Bien entendu qu'on fait bien la différence entre sans diplôme, sans qualification, déscolarisé, des décrocheurs, etc. Ça rentre maintenant en termes grand public. Vous entendez quasiment, maintenant que je suis attentive pour y avoir beaucoup travaillé, le mot décrochage ou décrocheur, vous l'entendez quasiment tous les jours sur les ondes. Très souvent, dans un sens effectivement extrêmement extensif, mais dans un sens extrêmement mobilisateur. Quand on a fait l'évaluation de politique publique, on s'est interrogé, est-ce qu'on garde ce mot décrochage ? Justement parce qu'il est souvent utilisé à mauvais escient si on s'en tient au sens strict, et parce que les élèves le ressentaient comme extrêmement stigmatisant. Et finalement, on a décidé de conserver le mot décrochage en essayant de réduire, en revanche, l'utilisation du mot décrocheur. On a même demandé qu'il ne soit plus utilisé dans le système éducatif, mais de jeunes en situation 2. Mais parce qu'il est extrêmement mobilisateur. Parce que tous les pays qui ont réussi à faire baisser le taux de décrocheurs sur le flux, mais sur le stock aussi, ont réussi à mobiliser toute la société civile sur le sujet. C'est vraiment quand on s'en empare comme d'un sujet consensuel, interministériel, collectivité, société civile, les parents, enfin l'ensemble des associations, et qu'on peut installer la politique dans la continuité, ce qui est le cas depuis 2008-2009 au moins en France. Dans ces cas-là, effectivement, tous les pays qui ont réussi à faire ça ont obtenu des résultats. Donc on s'est dit qu'il y aurait plus d'effets négatifs à renoncer à ce terme pour être plus exact sur ce qu'on définissait.
tout en n'étant pas dupe. Et quand on a besoin de comparer ou de piloter, on sait quel indicateur utiliser et on sait ce qu'on mesure. Mais on avait besoin de cette mobilisation. Sur la deuxième question, je suis depuis très longtemps dans l'éducation nationale et je suis en même temps depuis très longtemps dans le milieu associatif. J'ai été notamment vice-présidente d'Emmaüs France et au bureau exécutif d'Emmaüs International et je connais bien ces difficultés des deux côtés. Je ne vais pas vous dire que tout est résolu. Il me semble que des objets de travail, là aussi consensuels, société civile, et ça complète finalement la réponse à la première question, que quand on est capable collectivement de se mobiliser sur un objet de travail où chacun a sa part à faire, on arrive à dépasser ces difficultés. Mais c'est vrai qu'il faut quasiment, vous savez, la pédagogie du détour, c'est-à-dire ne pas se fixer sur la contractualisation peut-être au sens strict, se dire on a un objet, qu'est-ce qu'on en fait? On met les gens autour de la table dans des relations qui sont forcément partenariales et non hiérarchiques. Et c'est là où l'éducation nationale a parfois un peu de mal à sortir du rôle un peu pyramidal qui est le sien. Et on avance ensemble sur cet objet de travail. Et j'ai quand même vu de belles réalisations. Alors, c'est progressif, ça demande beaucoup d'énergie au départ, mais je vous assure que ça peut fonctionner. Après, ce n'est pas généralisé encore. Et c'est ce type d'objet qui permet vraiment d'avancer, en ne se bloquant pas en fait, sur la politique au sens plus large de contractualisation, me semble-t-il. Mais je mesure l'énergie que vous devez déployer. Merci. Merci beaucoup. Pendant que... Remercier et applaudir Madame Wexler et son collègue. Monsieur Gelab.